Bonjour et bienvenue pour ce premier entretien questions d'agence qui font du SEO. Donc, bonjour Étienne, Bonjour je te Myriam. laisse te, je te laisse te présenter. Bonjour Myriam. Donc moi c'est Étienne Kerambellec. Je fais partie de l'agence 100% SEO Rankabili depuis maintenant 2 ans et je suis business developer au sein de cette agence. Donc le but c'est de comprendre les besoins de nos prospects et ensuite de pouvoir les accompagner lorsqu'ils deviennent des clients et trouver les synergies avec une de mes collègues en production sur la partie structure, technique, contenu et netlinking. C'est une position très intéressante parce que effectivement, ce n'est pas toujours facile d'être ce qu'on appelle un pure player, là, de faire 100% du SEO tout le temps. Donc, j'ai des questions pour toi. J'ai envie de savoir comment ça marche. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu plus de choses sur ton agence? Par exemple, est-ce que tu pourrais décrire l'approche que vous avez qui fait que vous êtes vraiment unique? Pour répondre à la notion de pure player, ça a été une volonté de nos deux fondateurs, qui sont Benoît et Romain, de finalement avoir une approche 100% SEO parce qu'ils avaient côtoyé des agences 360 qui parfois sont très pertinentes selon la taille de l'agence et le client en question. Mais ils se rendaient compte que la partie SEO était souvent délaissée. Il n'y avait pas réellement de stratégie menée en SEO. C'était plus une ligne dans un devis plutôt qu'un réel canal d'acquisition bien travaillé à proprement parler. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de se spécialiser en SEO. Et notre approche chez Rankabili, c'est d'aider surtout des TPE et PME françaises, des ETI également, et d'avoir finalement un accompagnement entre 6 mois et 12 mois qui permet en fait sur le moyen long terme de pouvoir faire évoluer la stratégie SEO et de se rendre compte des résultats qui ont été obtenus et selon les résultats obtenus, comment on s'adapte vis-à-vis des mises à jour Google, vis-à-vis des résultats qu'on a déjà obtenus en haut de première page, comment y rester, comment continuer d'évoluer, etc. Ça m'amène à une autre question très pertinente parce que c'est souvent ce qui manque quand on travaille avec certaines agences pour qui le SEO c'est juste une ligne dans une proposition. À quoi ça ressemble une stratégie réussie pour les clients de ton agence? Comment est-ce que vous définissez à l'interne ce que c'est en fait une stratégie à succès? Très bonne question. Une stratégie réussie, nous on a une approche peut-être un peu différente chez Rankabili dans le sens où dès les premiers échanges, généralement avec les fondateurs de ces TPE, PME ou ETI, on va avoir une approche très chiffrée au niveau de leurs objectifs de croissance. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre où en est le client aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus récurrents mensuels, revenus récurrents annuels. Tout dépend du type d'entreprise auquel on s'adresse, si c'est un SaaS, si c'est une entreprise dans le milieu de l'enseignement, de l'immobilier. En plus du chiffre d'affaires, voilà, quels sont par exemple ses paniers moyens, le nombre de signatures qu'ils font et qu'ils souhaitent obtenir, encore une fois, par mois, par trimestre, par semestre. Et en fait, via cette vision, on va dire macro, de l'entreprise, on va ensuite regarder quels sont les chiffres qu'on peut le plus maîtriser avec le SEO. C'est-à-dire que parfois, très souvent, on va arriver sur le nombre de formulaires de contact qu'ils souhaitent par mois, en termes de nombre et en termes de qualité. Donc ça, par exemple, voilà, ils peuvent en avoir 10 par mois aujourd'hui, ils en veulent 30 demain. Nous, via notre vision et via notre expertise, qu'est-ce qu'on met en place pour faire x3 sur ce nombre de formulaires remplis par mois? Ça peut être un nombre de démos aussi pour les logiciels en tant que service notamment. Ça peut être un nombre d'appels, voilà, ça peut être toutes ces choses-là qui font que on est très lié à leurs problématiques business. Et il y a une notion très retour sur investissement, finalement, avec la stratégie SEO qu'on met en place. Ça, c'est souvent un problème en SEO. On a un problème parce qu'on a du mal à s'aligner avec les besoins des clients parce qu'on est toujours vraiment orienté sur des métriques qui nous parlent à nous. Donc, c'est une problématique qui est vécue par pas mal de monde aujourd'hui et au niveau des agences, on le voit, il y a plusieurs approches. Donc, ce que j'aimerais bien savoir, c'est au sein de l'agence, comment est-ce que vous allez
évaluer tout ça? Comment est-ce que vous allez évaluer l'efficacité des campagnes avec, je suis d'accord, là ça a été super bien expliqué, les métriques qui sont importantes pour les clients et les clientes, mais à l'interne, comment est-ce que vous arrivez à aligner les métriques purement SEO, entre guillemets, avec ces objectifs-là? Bien sûr. Tout d'abord, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour pouvoir mesurer efficacement ces métriques SEO, il faut que ça fasse l'objet d'un accompagnement, souvent mensuel. Parce que très souvent, et ça nous est déjà arrivé à la création de Rankabili, on avait des prospects qui venaient nous solliciter et qui souhaitaient seulement l'audit de leur site. Donc, on leur faisait un audit complet avec des recommandations très poussées, activables pour leurs développeurs. Mais une fois que ces recommandations étaient listées et priorisées, c'était un peu mis sous le tapis, ce qui fait que le développeur, même si c'était très important pour leur business, il ne les prenait pas en compte et il ne les appliquait pas suffisamment. Donc pour finalement mesurer efficacement une campagne SEO, celle-ci doit se développer, comme je le disais au début, sur le moyen long terme, pour qu'il puisse y avoir de l'amélioration continue. Maintenant, il y a des choses bien entendu inhérentes au SEO et qui font écho aux objectifs de l'entreprise. Et nous, vraiment le premier critère qu'on va regarder, ça va être tout simplement l'évolution des expressions, des mots-clés hors nom de marque, je répète, hors nom de marque, dans les SERP, donc les pages de résultats Google. Aujourd'hui, on va cartographier voilà les expressions stratégiques pour eux. Nous, on a une approche qui est très retour sur investissement. On ne va pas lister 1000 mots-clés et se dire, voilà, on a pour but sur ces 1000 mots-clés d'arriver à minimum en première page. Nous, ça va être surtout de se dire, c'est quoi vos 10, 20, parfois 30 mots-clés prioritaires? Ok, aujourd'hui, vous êtes en deuxième page, en bas de première page sur ceci. Nous, il faut, quoi qu'il arrive, que vous soyez dans le top 3. Qu'est-ce qu'on met en place pour que vous soyez dans le top 3 des positions Google? Aujourd'hui, on a beau avoir des résultats de score de 90 sur 100, des performances desktop ou mobile qui sont en vert. C'est bien entendu important, c'est un premier critère qu'il ne faut pas négliger, mais nous, ce qu'on va surtout regarder, c'est ok, à quelle position on était hier sur tel mot-clé, à quelle position on est aujourd'hui, pourquoi, et comment on fait pour y rester ou faire encore mieux. Je trouve ça très intéressant parce qu'on voit de plus en plus de clients et de clientes qui commencent à bien comprendre en fait certains termes SEO et qui arrivent en disant je m'attends à ce que mon profil de backlinks soit comme si je veux un domain authority. Et là, je me dis, mais ça a vraiment évolué en fait. Les gens arrivent avec d'autres mots. Et ça cause parfois des problèmes parce que ou il faut refaire l'éducation ou il faut apprendre à leur parler avec ces termes-là, bien les contextualiser. Et des fois, on se retrouve à dire à des clients, tout va bien, on a bien augmenté là où on voulait augmenter le trafic et le client ou la cliente en veut encore plus ou ne comprend pas nécessairement le contexte. Et ça m'amène à la prochaine question qui est une question très épineuse en fait. Quels sont les différents défis, les principaux défis surtout, que vous rencontrez en agence? Parce que dès qu'on met en œuvre une stratégie SEO, on va taper des murs, on va avoir des obstacles à surmonter. Donc, comment est-ce que vous prenez ça en charge en tant qu'agence, mais aussi comment est-ce que vous surmontez les problèmes les plus courants qu'on a tous et toutes en fait quand on travaille? Bien sûr, c'est une très bonne question. On rencontre énormément de défis ou en tout cas de parties épineuses pour reprendre tes mots au niveau du SEO. Ça arrive pour ma part dès le premier échange dans la compréhension des besoins du client et la compréhension de son contexte. Il faut être très vigilant sur cette partie qui est finalement, on va dire, le premier pilier du projet SEO. Parce que s'il y a en effet des quiproquos, un cadrage des besoins qui n'a pas été suffisamment bien mené, il va y avoir des complications par la suite. Je donne un exemple. Si on a une demande entrante, donc quelqu'un qui vient nous solliciter sur notre site web, réseau social ou autre, qui sait déjà qu'il veut faire du SEO et qui dit voilà, j'ai tel budget par mois, voilà mon site, je sais déjà quel mot-clé je veux demain. On se dit super, il est déjà partant, on va pas s'embêter à le questionner et à aller trop dans la profondeur vu qu'on sait déjà ce qu'il veut. Il a un budget qui semble cohérent par rapport à ce qu'il souhaite.
Donc on y va, c'est parti. Et non, 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 il ne faut pas faire comme ça. Je rebondis sur ce que tu disais. En effet, les clients aujourd'hui connaissent bien mieux le SEO qu'il y a une vingtaine d'années. On voit aujourd'hui, il y a beaucoup de salons en lien avec le SEO. Beaucoup de salons en ligne, beaucoup de salons en physique. Et c'est vrai que le client connaît, ou en tout cas pense connaître les rudiments du SEO, a du vocabulaire. Par contre, voilà, il faut toujours challenger, enfin, en tout cas défier ces questions, aller vraiment au bout des choses, parce que nous, notre approche chez Rankabili, c'est que lorsqu'on a validé un projet avec un client, on ne le fait non pas en tant que prestataire, mais surtout en tant que partenaire. Aujourd'hui, nous, quand on pense avoir réussi, c'est quand voilà, on a vu une entreprise grandir, atteindre ses objectifs via le SEO notamment. Je dis grandir en termes de chiffres, en termes d'effectifs, en termes parfois même de positionnement. Ils ont réussi à trouver quelles étaient leurs plus-values sur le marché. Et ça, le SEO peut y répondre. Mais voilà, le défi, c'est surtout dès le départ de bien comprendre les besoins, les enjeux et de mettre en relation ces enjeux de croissance qui parfois sont inconnus par le prospect parce qu'il n'a pas forcément mis suffisamment en relation le SEO et ce qu'il voulait faire demain. Donc ça, c'est vraiment le premier gros défi. Et ensuite, voilà, lorsque des termes du jargon est employé, s'assurer que ce n'est pas juste un mot utilisé parce qu'il a été entendu dans un salon ou autre, mais qu'est-ce qu'il entend derrière et pourquoi il veut, par exemple, faire un profil de backlinks. Qu'est-ce qu'il entend derrière? Est-ce que ce sont des backlinks en nombre? Est-ce que ce sont des backlinks thématisés? Pourquoi il veut augmenter son domaine authority? Quel est le chiffre qu'il veut atteindre? Pourquoi selon lui c'est atteignable? Il faut toujours faire attention, en tout cas en tant que sales aujourd'hui, à ne pas interpréter tout le temps ce qui est dit, mais plutôt questionner, de comprendre la raison, de comprendre pourquoi le client en est arrivé là, pour être sûr derrière que l'équipe projet soit en adéquation avec les besoins profonds du client. Alors, je vais aller un petit peu plus loin parce que Bien sûr. Tu es très composé, tu sais exactement ce dont tu vas parler. Mais la réalité, c'est que le SEO, on s'arrache les cheveux. On se dit, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas que je te demande quelque chose de simple et d'important? Donc, je vais y aller un petit peu en mode commérage, mais les principaux défis, est-ce qu'ils sont plus du côté technique? Est-ce qu'ils sont plus du côté contenu? Est-ce que c'est plus du côté promotion? Comment est-ce que vous le vivez, vous? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Le défi qui revient le plus souvent avec nos prospects, c'est parfois l'incompréhension de l'importance que peut avoir le SEO. C'est-à-dire que on connaît la conjoncture actuelle, on sait que les budgets marketing sont parfois malheureusement les plus touchés lorsqu'il doit y avoir des coupes ou des recoupes budgétaires. Le prospect, en tout cas avec qui on échange, ne comprend pas l'impact direct que peut avoir le SEO sur son commerce. On a pourtant voilà, une stratégie de ciblage rudement menée où aujourd'hui on échange surtout avec des acteurs qui font quasiment 100% de leur commerce en ligne. Donc le SEO est généralement et même absolument capital pour eux. Mais très souvent, oui, ils vont trouver ça trop cher, ce qui est en réalité une fausse objection parce que l'objectif, c'est pas de savoir, ok, c'est quoi le budget, c'est surtout quelles ressources on met en place aujourd'hui pour atteindre quoi. Parce qu'aujourd'hui, si le budget, par exemple, c'est de 1000 euros, mais que c'est pour aller atteindre 5000, ça peut être cohérent. Comme un budget peut être de 100 000 euros pour une entreprise beaucoup plus importante, mais pour aller atteindre peut-être 500 000 ou 1 million. Donc, c'est toujours cette notion héroïste qui est dure à faire comprendre aux prospects parce que ce qui est compliqué avec le SEO, c'est qu'il faut aussi parfois beaucoup se projeter. C'est toujours multifactoriel lorsqu'on arrive à atteindre une augmentation de chiffre d'affaires, une augmentation de formulaires remplis, de démos, de nombre de devis, etc. Très souvent, le prospect va directement penser à de l'UX, à de l'UI, à du branding. Et en fait, c'est tout un écosystème qui ne fonctionne pas l'un sans l'autre. Et très souvent, le SEO qui fait quand même qu'un site web devient rentable est pris en compte beaucoup trop tard. Et là, c'est ce qui est le plus cher pour tout le monde en termes de temps ou d'argent. Et c'est une des choses... j'ai certains amis dans l'industrie qui sont devenus très très bons à faire des projections, du forecasting, pour dire si vous faites ça, juste pour obtenir effectivement la compréhension et l'approbation du budget. Mais le problème maintenant avec tous les changements que Google apporte, c'est que notre compréhension et nos métriques pour permettre d'établir comme ça une base et de se dire
on sent qu'on est capable d'atteindre cette fourchette est remise en question. Donc moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est à l'interne, comme tout change tout le temps, comment est-ce que vous formez les équipes à s'adapter, mais aussi à toujours être au courant de ces changements, comment les prendre en compte, comment réagir, parce que, encore une fois, les clients sont de plus en plus au courant et posent de plus en plus de questions, et on ne veut pas se retrouver à faire « Ah ben tiens, ça c'est nouveau, je vais me renseigner ». Oui, en effet, il faut réussir à être proactif, et encore une fois, c'est pour ça qu'on a décidé d'être 100% spécialisé en SEO, parce que rien que le fait de faire seulement du SEO pour une entreprise, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, les algorithmes changent souvent, il y a parfois des secteurs qui sont beaucoup plus impactés que d'autres lors de mise à jour Google, et ça peut changer drastiquement une stratégie SEO. Donc il faut être au courant de ces choses-là, il faut réussir à être le plus proactif possible, parce que à force de connaître le SEO, on commence à voir les choses venir. Et pour répondre à ta question au niveau de la formation, ça se répond un peu en 2 points. Le premier point, encore une fois, je vais quitte à me répéter, mais il faut vraiment que lorsqu'un projet SEO est mis en place, il faut que ce soit dans le cadre d'un accompagnement. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire juste, comme je le disais tout à l'heure, faire un audit, délaisser entre guillemets le client, et que le client se réveille parfois au bout de 6 mois, 1 an, soit parce qu'il a vu la mise à jour venir, soit parce qu'il la voit directement avoir un impact sur son trafic, et se dire Étienne, à l'aide de mon trafic a été divisé par 3, je ne comprends pas pourquoi. Ça, justement, il faut qu'on arrive à l'identifier en amont. Et ça passe par 2 choses. Donc, comme je le disais, l'accompagnement, ça, c'est vraiment la première chose. Le fait d'avoir des communications, enfin, un niveau de communication récurrent avec le client, c'est pour moi clé dans un projet SEO. Et comme tu le disais très bien à l'instant, c'est la partie formation. La formation en interne, comment est-ce qu'on fait? Bon, déjà, il y a beaucoup de communication entre les pôles. Ça, c'est clé. Aujourd'hui, il y a très peu de clients qu'on accompagne sur une seule partie du SEO, qui se divise pour nous en 4 parties, comme je le disais au début, donc structure d'un site web, structure donc technique, contenu, et enfin notoriété avec les backlinks et le netlinking. Donc il y a beaucoup de communication au sein de nos équipes, ce qui est finalement de la formation interservice, on va dire. On participe, comme je le disais tout à l'heure, à beaucoup de salons. On voit parfois nos pairs, on voit parfois des consultants, des freelances. Donc il y a beaucoup le SEO, il y a beaucoup d'échanges entre les entités, et on participe donc à beaucoup de salons en ligne, beaucoup de salons en physique, et on se réserve aussi un temps chaque semaine pour pouvoir s'informer sur des sites spécialisés. On a une petite bibliothèque en interne de livres SEO qui sont réédités parfois tous les 1 an et demi, tous les 2 ans, par exemple. Ça me soulage d'entendre ça, parce que ça va faire 15 ans que je suis dans cette industrie, et les agences qui m'embauchaient mais ne me laissaient pas le temps de me former, mais je faisais ça le week-end. Et c'est pas normal, donc c'est vraiment un pur plaisir d'entendre ce dit. En plus de ça, alors petite confession, je suis consultante SEO et formatrice, donc ça va faire 8 ans que je forme des agences qui veulent aller plus loin, qui veulent voir plus de choses. Donc ce que j'entends me rassure énormément. Et ça m'amène à un autre point. J'avais vraiment envie de poser cette question, et surtout de la part d'un pure player, d'une agence qui ne fait que du SEO. Comment est-ce qu'on s'intègre avec les autres aspects du marketing digital quand on n'est pas 360, quand on doit composer avec d'autres agences qui parfois veulent cibler le même budget ou rogner dans le budget SEO, parce que ça arrive très souvent? Comment est-ce que ça marche? À quoi est-ce que ça ressemble chez Rankability? Tout d'abord, dans la fameuse compréhension des besoins qu'on a dans le premier échange avec un prospect, c'est généralement une discussion assez poussée. On va loin dans les chiffres, on va loin dans les budgets, on va loin dans les canaux d'acquisition qui sont prônés par le prospect. Déjà, on essaye de comprendre pour quelles sont leurs cibles. C'est vraiment le plus important pour derrière comprendre les intentions de recherche et essayer de comprendre comment on peut s'adresser au mieux à ses clients. C'est pour ça que parfois des canaux d'acquisition sont plus privilégiés que d'autres. Et on essaye de comprendre quelles ressources sont mises à disposition, quels résultats ils ont pu atteindre, que ce soit en termes de stratégie sur les réseaux sociaux, de stratégie sur du référencement payant. Nous, on met beaucoup en parallèle
le référencement payant, le SEA et le SEO. Parfois, on a d'excellentes surprises parce que voilà, il y a pas de secret. Pour qu'une stratégie fonctionne, selon moi, elle doit être omnicanale ou à minima, elle doit être testée sur l'ensemble des canaux d'acquisition qui sont quand même pertinents, voilà, pour l'entreprise. Et ensuite, selon les résultats atteints, si suffisamment d'expertise a été mise en place sur ces canaux-là, on peut se permettre de peut-être passer plus de temps sur un canal d'acquisition qu'un autre. Mais ce qu'on retrouve malheureusement très souvent, c'est que ils ont testé un canal d'acquisition, celui-ci marche plus ou moins, et en fait, parce qu'il marche plus ou moins, ils ne se donnent jamais la peine d'en essayer un autre. Et ça revient vraiment dans 80% des cas, à minima, je ne pense pas exagérer en disant cela. Ce qui fait qu'on essaye de comprendre, voilà, pourquoi vous mettez ce budget-là. Parfois, c'est assez stratosphérique, mais on peut avoir des TPE, PME qui ont des budgets de quelques dizaines de milliers d'euros ou peut-être 100 000 euros à l'année et qui vont tout mettre dans le SEA. Parce que Oui. voilà, ça marche un petit peu. Parfois, ça marche pas du tout et ils ne le calculent même pas. Ça, c'est encore un niveau au-dessus. C'est que parfois, ils ont eu l'habitude d'investir là-dedans. Ils ont parfois des retours. Mais parfois, ça m'arrive de discuter avec le fondateur de l'entreprise ou la fondatrice de l'entreprise. Et quand je leur demande c'est quoi les résultats, sachant qu'en SEA, c'est quand même facile de pouvoir calculer le retour sur investissement, et ils ne le savent pas. Et là, c'est le cas le plus embêtant, mais c'est là où ça devient intéressant aussi. Encore une fois, tu es excessivement poli parce que ce n'est pas ce que j'aurais dit. Je gère des cas où le SEA cannibalise le SEO, où on se dit mais je lis des rapports des fois où les agences disent on a tant de pourcentage de ceci et de cela. Je fais, mais dites, c'est sur votre nom de marque. Personne ne fait de publicité sur votre nom de marque à part vous. Donc, il n'y a pas une question de protection. Et le premier résultat organique juste en dessous n'est pas cliqué parce que vous faites de la publicité et qu'effectivement, il y a un manque d'alignement entre les budgets et on arrive. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, au sein de l'agence, vous le voyez venir? C'est-à-dire qu'il y a certains canaux comme ça, quand on va voir le client ou la cliente arriver, on va devoir gérer la communication d'une certaine manière parce qu'on se doute que si on a accès aux données, on va voir que le SEO marche si on le laisse marcher, en fait. Oui, bah c'est pour faire écho à une de tes précédentes questions sur les défis. C'est vrai que parfois en SEO, il faut rentrer dans la donnée. Il faut parfois partager de manière plus ou moins en amont du projet SEO des rapports de Google Analytics, de la Search Console. Et c'est vrai qu'il faut rapidement instaurer une relation de confiance. C'est pour ça que nous, quitte à travailler avec un prospect, comme je disais tout à l'heure, on est plus un partenaire qu'un prestataire, encore une fois, parce qu'en effet, c'est parfois compliqué à faire entendre à quelqu'un qu'il y a tel canal d'acquisition qui ne fonctionne pas forcément. Pourquoi il ne fonctionne pas? Aller dans la donnée pour essayer de comprendre pourquoi c'est le cas. Et c'est parfois très compliqué. Et parfois, on a des clients qui sont très contents, qui disent, regardez, Étienne, j'ai multiplié mon trafic par 10. Et en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que ils ont fait un énorme travail sur le nom de marque, ce qui est, attention, très, très important. Je ne remets pas en question cela. Mais en fait, ils vont confondre parfois trafic nom de marque et trafic hors nom de marque. Et ils vont dire, regarde, j'ai multiplié par 10 mon trafic, mais en fait, quasiment 100% de leur trafic est toujours dû à leur nom de marque. Donc aujourd'hui, ils n'ont quasiment aucun nouveau client via l'aspect digital, parce que ce sont forcément des clients qu'ils connaissent déjà, parce qu'ils connaissent déjà le nom de marque. Et ça arrive aussi fréquemment. C'est problématique dans le sens où très souvent chez le client, c'est perçu comme du trafic qualifié hors nom de marque, alors qu'en fait, c'est seulement des clients qui tapent le nom de l'entité, parfois orthographié de bien des manières, ça c'est encore un autre débat, mais c'est selon nous, en tout cas avec le SEO, pas quelque chose qu'on souhaite piloter directement. Nous, on a réussi un projet à partir du moment où on s'est positionné des mots-clés longue traîne ou des mots-clés généraux, mais qui voilà, sont hors nom de marque et sont dans les premiers résultats des pages de résultats Google. Et souvent, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est que même avec les efforts de Google d'ouvrir le match au niveau de Google Ads et d'essayer de capturer au maximum les choses, quand on fait du référencement naturel, on sait que la longue traîne, là, on ne peut pas toujours la prédire, mais que quand on monte un bon contenu, on est là, on ressort. Donc ça, c'est des petites nuances comme ça qui m'impactent. Et je sais que quand on parle de nom de marque, j'ai une anecdote, histoire d'horreur. J'ai une cliente que j'adore et son nom de marque, des fois, est remplacé par un bloc Google Translate parce que leur nom
est générique, c'est quelque chose qui pointe vers ce qu'ils font dans la vie aussi, mais c'est un mot en anglais, donc comme ils œuvrent dans un espace francophone, quand les gens cherchent, Google se dit sur un malentendu, laisse-moi te traduire ce que ça veut dire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend en charge parce que on est capable de savoir quand il y a une fluctuation au niveau des pages de recherche et de dire tu as eu des baisses, c'est que le bloc il est c'est qu'il est encore revenu, il nous hante ce bloc Google Translate. Donc ça m'amène à une question très spécifique aux outils SEO et à SEMrush. C'est quoi les fonctionnalités de SEMrush que vous utilisez à l'interne le plus souvent et pourquoi? Parce que moi je sais que j'en ai besoin pour faire face à ce genre de choses-là. Bien sûr. Alors moi en tout cas en tant que commercial, je ne pense pas être la personne de l'entreprise qui utilise le plus SEMrush. Néanmoins, c'est un outil indispensable dans mes analyses. La fonctionnalité que j'utilise le plus, c'est les possibilités de mots-clés. Je crois que votre fonctionnalité s'appelle Keyword Gap en anglais. C'est quelque chose qui est assez visuel pour nous et pour le prospect afin de se rendre compte par rapport à des concurrents qui peuvent avoir. Alors quand je dis concurrents, attention, ça peut être des concurrents bien entendu directs dus à l'activité, mais aussi des concurrents SEO. Très souvent, lorsqu'on échange avec un prospect, il sait nous lister des concurrents directs, mais très souvent, il oublie des concurrents indirects qui peuvent être des concurrents qui se positionnent mieux que lui sur ces mots-clés prioritaires. Et ça, avec SEMrush, voilà, avec les possibilités de mots-clés, moi j'aime beaucoup cartographier très rapidement et montrer aux prospects avec qui on échange, voilà les mots-clés dont tu m'avais parlé, voilà un peu les autres mots-clés qu'on peut visualiser aujourd'hui, voilà où tu es par rapport à des concurrents qui sont pourtant de la même taille que toi, qui ont pourtant un chiffre d'affaires supérieur, ou au contraire, voilà, prendre parfois des entités qui ont un effectif plus petit, ou au contraire plus important, et essayer de montrer, voilà, quelle est en tout cas, qu'est-ce qui ressort de leur stratégie SEO qu'ils ont pu mener sur le long terme. Voilà, le but, c'est de, certes, cartographier à l'instant T quelle est la position du prospect par rapport aux autres, mais aussi comment ça a évolué dans le temps et potentiellement, qu'est-ce que les concurrents ont pu mettre en place pour aller atteindre ces positions-là. Et touche quelque chose de très important qu'on oublie souvent quand on pense à des outils SEO, c'est que ces outils-là, ils sont excellents pour le avant, le pendant et le après des choses. Donc, quand on dit le avant, c'est que je l'utilise aussi beaucoup du côté vente pour expliquer, tu m'as donné ces 3 compétiteurs, mais en fait, il y en a 2, vous n'avez littéralement rien en commun d'un point de vue digital. Oui. Alors, explique-moi au niveau des mots-clés, qu'est-ce qui se passe? Donc souvent, ça réveille les gens aussi. Mais bien entendu, on l'utilise énormément pendant, mais aussi après la migration, après que quelque chose se soit passé pour expliquer. Donc, on pense tout le temps, dans le feu de l'action, on va avoir besoin de ça, mais j'adore cette réponse qui souligne, des fois, ça permet d'engager la conversation SEO. Ça m'amène un petit peu plus loin parce que tu as un rôle très spécifique au niveau des clients et le flux de travail quotidien, bien entendu, il change selon le rôle qu'on a dans une entreprise. Donc, je ne vais pas te poser la question habituelle de « Bon, alors, en tant que SEO, comment est-ce que tu utilises SEMrush au quotidien ?» Moi, je veux savoir comment est-ce que tu l'utilises pour faire ton travail à toi, pour gérer les comptes, les communications et vraiment t'aider à économiser du temps ou te sentir plus préparé. Alors, je vais répondre toujours en tant que commercial. Par rapport au flux de travail, en fait, moi, SEMrush va m'aider dans la compréhension de la situation du prospect. Donc, c'est ce qui va me permettre de voir très rapidement quelle importance il attache au SEO, quelle importance il attache aussi au SEA. Parce que voilà, SEMrush nous donne aussi des indicateurs sur la partie payante. Oh oui. Et c'est là où parfois je sursaute, où je vois une courbe orangée qui est, voilà, pour nos auditeurs, la partie justement référencement payant, qui est très haute dans le graphique et qui parfois atteint des pics monstrueux par rapport au budget du prospect. Et la partie SEO qu'on voit rester parfois quasiment à zéro. Et c'est là où je me tire les cheveux. Bon, aujourd'hui j'en ai encore, comme vous le voyez quand même, ça va. Mais ça m'aide beaucoup en tout cas dans la compréhension de la situation du prospect et comprendre à quel point ça peut être intéressant pour eux, qu'on échange avec eux et qu'en tout cas on fasse germer
l'idée comme quoi, voilà, attention, le SEA, c'est certes important, mais là, vous êtes en train quasiment de balancer de l'argent par les fenêtres parce qu'il faut trouver des synergies avec le SEO. Donc moi, ça m'aide beaucoup là-dedans, ça m'aide beaucoup dans la réalisation du premier échange, où là, je regarde de manière beaucoup plus poussée et j'utilise beaucoup plus de fonctionnalités SEMrush pour essayer de comprendre quels sont les mots-clés où ils sont positionnés par rapport aux concurrents, où sont positionnés les concurrents là où ils ne sont pas encore positionnés. Essayez de tester aussi des mots-clés, par exemple avec votre Keyword Magic Tool. Voilà, on va essayer d'aller plus loin dans finalement le parcours d'achat de leur cible, essayer de voir là où ils ne sont pas encore positionnés aujourd'hui. Est-ce que ça peut être pertinent pour eux en prenant en compte toujours le volume de recherche, le niveau de concurrentiel, qui est toujours à recroiser avec notre expertise, bien entendu. Mais voilà, ça va surtout être ça de mon côté, donc utiliser l'outil en amont pour voir si l'échange peut être intéressant avec le prospect. Ensuite, juste avant d'avoir un échange beaucoup plus complet. Et ensuite, si le projet démarre, bien entendu, ça va être réutilisé par nos pôles d'expertise. Voilà, on a plusieurs personnes par pôle d'expertise qui sont les 4 que je citais avant, donc arborescence, technique, contenu et notoriété avec le netlinking. Et là, ça va être réutilisé, par exemple, sur la possibilité de backlinks. Je ne sais plus si c'est backlinks gap, je crois, en anglais, si je ne m'abuse. Donc là, voilà, les outils vont continuer d'être utilisés, mais ce qui est important, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de commerciaux qui veulent pas forcément utiliser ces outils, mais ça donne finalement dans le flux de travail une continuité. C'est-à-dire que le commercial ou la première personne qui aura échangé avec le prospect aura commencé à utiliser les outils, donc ça donnera déjà une direction qu'on aura menée, donc il y aura une direction commune avec le prospect, et il faut ensuite que celle-ci soit poussée par les pôles d'expertise. Le but, voilà, c'est qu'il y ait une cohérence tout simplement, parce que parfois, sans utiliser des outils, on peut prendre une première direction avec le prospect et s'accorder sur un projet, et il n'y a rien de pire derrière que changer de direction parce que les pôles d'expertise auront vu qu'en fait, il faut aller ailleurs, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on utilise votre outil SEMrush, il faut aussi que ce soit accordé avec des échanges en interne pour, encore une fois, qu'il y ait une cohérence, une continuité dans l'accompagnement du projet SEO. Alors moi, j'ai une petite astuce à donner en plus. Oui. Une des choses que j'adore faire dans l'outil, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui permet de voir les éléments dans les pages de résultats, dans les SERPs. Donc, je sais que si j'ai des clients e-commerce, je vais aller regarder qui se positionne sur des images. Et est-ce que les images, elles sont tout en haut des résultats? Parce que là, tout d'un coup, on a une autre conversation à avoir au niveau SEO. Et pareil pour les vidéos. J'ai certains clients et clientes où littéralement, puis on pourrait penser que c'est vraiment limité à certains domaines, mais même dans l'éducation, par exemple, j'ai demandé à une université de faire une vidéo qui expliquait quelque chose parce qu'on voyait que les vidéos se positionnaient et ils sont premiers dans les résultats, mais maintenant depuis 2 ans, en fait, avec cette vidéo. Et ça permet de bien fonctionner. Donc, à bon entendeur, si ça peut servir à quelqu'un, juste de discuter même des contenus, des types de formats attendus. Et en échange, j'arrive avec mes gros sabots. Moi, je veux des astuces. Alors moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous utilisez dans l'agence comme outil en complément de SEMrush? Quels sont les trucs là où on ne s'attend pas du tout à les voir, mais on les utilise? Il y a 2 niveaux de réponse à cette question. La première, c'est que voilà, il faut réussir à croiser les informations données par les outils qu'on a. Bien entendu, il y a des outils qui vont être spécifiques dans un domaine, d'autres qui vont être plus complets. Après, on les a, voilà, de manière plus ou moins gratuite, mais c'est vrai que voilà, il faut croiser déjà les informations que nous donnent les outils, qui est très important pour un premier niveau. Et ensuite, dans un second temps, via notre expertise, à force de connaître voilà le monde du SEO, essayer de bien interpréter ces résultats. Par rapport aux autres outils qu'on utilise, moi j'utilise, alors je suis un fervent défenseur des extensions Google Chrome. Il y a en effet dans ma barre de recherche Google tout en haut, elle est assez réduite parce que j'ai une liste d'extensions assez importante. Et c'est vrai que d'ailleurs j'utilise beaucoup celle de SEMrush parce que ça me permet, voilà, en étant directement sur un site, de pouvoir, rien qu'en cliquant sur un bouton, ouvrir une page SEMrush qui m'intéresse, avec une vue qui m'intéresse. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Et d'ailleurs, je l'ai pas mal vendu en interne et aujourd'hui, tout le monde a sa petite extension SEMrush. En tout cas, quand ils sont sur
sur un outil Windows. Parfois, quand on a un Mac, il y a des extensions qui fonctionnent plus ou moins bien. Mais au-delà de SEMrush, oui, j'utilise Majestic pour la partie backlinks. Là, voilà, ça permet de croiser les données avec les autres fonctionnalités de SEMrush. J'utilise aussi SimilarWeb. Donc là, ça me permet notamment d'avoir une vue trafic assez rapidement et de pouvoir croiser avec tous mes outils pour essayer d'avoir la meilleure tendance possible. Je trouve par exemple que SimilarWeb va être beaucoup plus proche de la réalité quand il y a des trafics qui commencent à être importants. Là où SEMrush va réussir à avoir une tendance, peu importe la taille de l'entreprise, mais il faut croiser les données pour essayer en tout cas d'être le plus proche de la réalité, parce qu'on peut faire on peut extrapoler selon les positions qu'on a, essayer d'en déduire selon les volumes par mot-clé quel peut être le trafic. Donc parfois ça donne des chiffres très très proches de la réalité, parfois on s'en rapproche, parfois on est un peu loin, donc après à nous d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et sur site, j'utilise pas mal l'extension Web Developer. Donc voilà, ça me permet de voir notamment au niveau des balises pour nos auditeurs. J'utilise également Disable JavaScript. On connaît l'impact de JavaScript sur le SEO, on va pas rentrer dans ce débat, mais ça m'arrive, quand je désactive JavaScript, d'avoir des pages blanches qui sont aussi vues à peu près telles quelles par les Googlebots. Donc attention à celles et ceux qui utilisent JavaScript, il faut être conscient de cette problématique. Alors, si on va parler des extensions, parce que je pense que j'ai trouvé la bonne personne pour enfin en parler, quand on parle de la Web Developer Toolbar, est-ce qu'on parle bien de celle avec le petit écrou qui a été faite par... J'utilise cette extension-là depuis mes débuts, en fait. Dès qu'elle était disponible, je l'ai prise. Et j'ai fini par envoyer un email au développeur pour le remercier. Et il a dit, mais je savais pas qu'il y avait autant de gens en SEO qui l'utilisaient. Je lui ai dit, si, tu es adoré, en fait. Et en allant un petit peu plus loin, parce que je pense que ça va t'intéresser, je l'ai remarqué parce que j'enseigne le SEO à pas mal de monde, que ce soit en entreprise ou en agence. Et il y a 2 autres extensions que les gens aiment bien parce que c'est plus mignon. Je m'y attendais pas du tout à ça. Donc, il y a une extension qui s'appelle Detailed qui fait quasiment la même chose que la Web Dev Toolbar, mais c'est avec des couleurs violettes. Et quand le titre il est trop long, il y a une petite pastille rouge à côté. Et c'est beau. Et on me demande tout le temps quelle est cette extension-là. Donc, juste à bon entendeur, maintenant, il y a de plus en plus d'extensions qui font la même chose. Et au début du SEO, les choses étaient un petit peu moches. Ce n'est plus le cas. Donc, en e-commerce, il y a Marketing Syrup qui en fait une très très bonne aussi. Donc, bref, je pense qu'on s'entend bien là-dessus. Et une dernière que j'aime bien, c'est Wapalizer. Pourquoi? Parce que, voilà, on est d'accord. Ça te permet de savoir à qui tu parles, comment est-ce que tu vas leur parler. S'ils ont un WordPress, tu peux parler de certains problèmes WordPress, de dire les bonnes choses. Si c'est un Shopify, bref, on peut s'adapter et dire, OK, on peut même deviner quelle est la maturité. Parce que si on voit 40 000 choses de tracking, des outils, de heatmaps, que le client ou la cliente, là, elle t'attend, elle est prête à discuter, elle sait de quoi on parle. Donc, ça me laisse avec une dernière question pour toi. Tu avais un concept super important à expliquer au client, quelque chose que tu penses que tu expliques très bien et qui permet de surmonter les choses. C'est quoi ce gros concept? Le truc qu'il ne faut pas oublier. Je vais donner un exemple très simple dans le cadre de on parle à un client pour la première fois et on essaye de bien communiquer sur la valeur du SEO et moi je dois tout le temps expliquer. Les clients qui me donnent des compétiteurs, je leur dis attention, votre compétition en ligne n'est pas nécessairement votre compétition d'affaires habituelle. Donc par exemple, quand je travaillais dans une banque, il fallait que j'explique, tu as le gouvernement face à toi qui donne des informations, tu as Wikipédia, tu as des blogueurs de finance. Ce n'est pas juste 5 autres banques, c'est vraiment tout un écosystème. Donc ça, c'est mon gros concept à moi. Qu'est-ce que toi, tu te retrouves à dire, bon, il faut toujours que j'explique ça, c'est très important. Oui. Je répète assez souvent que la structure, la technique, le contenu ou les liens, les backlinks restent des moyens et que ça doit s'intégrer encore une fois dans une stratégie SEO. Moi, c'est le point que je veux que le client ou en tout cas le prospect à ce moment-là retienne le plus, c'est qu'il faut comprendre que ces blocs-là s'intègrent dans une stratégie pour répondre encore une fois à leurs enjeux de croissance. Et très souvent, il y en a qui veulent rentrer directement dans un seul de ces 4 points de manière très poussée, mais on en oublie en fait le plus important pour eux qui est d'atteindre leurs objectifs tout simplement. Et ça part par une stratégie SEO qui certes, à un moment donné, on va rentrer dans le concret dans ces points-là, mais il faut pas y rentrer trop rapidement.
vraiment. Il faut d'abord avoir cette vue d'ensemble. On va voir sur le long terme, voilà ce que peut donner une stratégie SEO. Une stratégie SEO, bien entendu, c'est rentrer dans ces parties-là de manière très concrète, mais ça passe par beaucoup de discussions, ça passe par beaucoup de rendez-vous, et ces points-là ne pourront pas être faits de manière très efficace si on n'arrive pas à avoir tout simplement une vision commune avec le prospect. Et ça, c'est vraiment de la stratégie, et c'est nous le point clé et l'approche qu'on veut faire passer avec Rankability, c'est que le SEO, c'est avant tout de la stratégie. C'est pas juste de l'optimisation d'un site, si je puis dire. Et ça, voilà, après, ça passe par différents moyens, etc. Mais on parle avant tout de stratégie. Eh bien, merci beaucoup de t'être prêté à cet exercice. Merci. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver Rankability sur le web si on veut vous contacter? On peut trouver déjà tout simplement Rankability, donc Rankabiliy. Nos prospects parfois l'écrivent de bien des manières, c'est intéressant à savoir. Mais voilà, vous pourrez nous trouver sur notre site rankability.com. Vous pouvez également nous retrouver sur LinkedIn, soit sur notre page Rankability, ou tout simplement, si vous avez envie de discuter avec nous et d'avoir voilà, un échange humain, nous parler sur LinkedIn, que ce soit Romain, Garance, Guillaume, Johanna, Audrey ou moi. Et on sera ravis en tout cas d'échanger avec vous online et pourquoi pas se rencontrer physiquement, parce que ça je l'ai pas dit, mais c'est aussi une de nos approches. On aime beaucoup rencontrer nos clients. Voilà, l'humain, malgré le fait que le SEO soit très digital, il faut garder cette relation et pouvoir se rencontrer pour échanger, que ce soit autour d'un café, dans vos locaux ou chez nous directement à Nantes. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, puis à très bientôt au Détour du Web. À très bientôt Myriam et merci beaucoup.